Au nom du peuple voltaïque, au nom du Conseil de salut du peuple, de son président, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, et à mon nom personnel, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter le peuple et le gouvernement indien d'avoir accepté d'abriter le 7e sommet du mouvement des non-alignés, ce qui nous donne l'agréable occasion de nous retrouver dans cette admirable et historique cité de New Delhi pour débattre dans une atmosphère d'amitié et de bonne volonté réciproque des problèmes de la paix et de l'avenir de l'humanité. Ma délégation et moi-même avons été particulièrement sensibles à l'accueil chaleureux, entièrement conforme à la longue tradition d'hospitalité, de courtoisie et de solidarité qui constitue un des nombreux éléments de réputation du peuple indien et de sa brillante civilisation à travers le monde, accueil dont nous le remercions profondément. Madame le Président, permettez-moi, à la suite des délégations qui m'ont précédé à cette tribune, de vous exprimer mes plus vives félicitations pour votre brillante élection à la présidence du sommet et des travaux de notre mouvement. Je le fais avec d'autant plus de plaisir et de sincérité que vos incontestables qualités d'homme d'État et votre longue expérience personnelle des problèmes qui sont ceux de tous les pays ici représentés, ainsi que la place éminente occupée par l'Inde dans le mouvement des non-alignés dès l'aube de sa naissance, sont des gages certains de la réussite de nos travaux et du développement continu de notre cause commune. Durant les 3 années où il a eu à diriger notre mouvement, le président Fidel Castro a fait preuve de qualité hors pair, ce qui a renforcé notre dignité et notre crédibilité. Nous voudrions lui redire toute notre satisfaction et notre profonde considération. Au nom du peuple voltaïque, du Conseil de salut du peuple et du gouvernement voltaïque, je salue ici les représentants des peuples et les gouvernements frères et amis auxquels nous lie une histoire commune faite de souffrances coloniales ou néocoloniales, de luttes douloureuses et héroïques pour notre liberté et notre indépendance, et maintenant un destin commun dans la recherche de la paix, la consolidation de notre indépendance et le développement juste et équilibré de l'humanité. Je salue également les nouveaux membres de notre mouvement, à savoir les Bahamas, la Colombie, la Barbade et Vanuatu. Leur admission au sein des non-alignés sera sans aucun doute un apport fécondant pour la consolidation de notre lutte commune. Après les concertations préliminaires de la conférence de Bandung, qui affirma avec éclat, à la face du monde et par la voix des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, le droit à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples coloniaux, donnant ainsi le signal décisif de l'ébranlement et de l'effondrement généralisé de l'odieux système colonial, le mouvement des non-alignés est né voici maintenant 22 ans à Belgrade, à l'initiative de ses pères fondateurs qui ont pour nom Nehru, Sukarno, Nasser, Tito, des héros de l'humanité et dont l'histoire gardera éternellement la marque profonde. D'autres, après eux, ont joué un rôle dynamique pour valoriser notre mouvement, lui éviter la sclérose que l'impérialisme et le néocolonialisme affolé tentaient de lui imposer par les chantages économiques et politiques. Permettez-moi de ne citer que Kwame Nkrumah et Boumedienne, dont nous nous souviendrons toujours avec un profond respect. Du premier sommet de Belgrade en 1961, au second du Caire en 1964, de celui de Lusaka en 1970 à celui d'Alger en 1973, de celui de Colombo en 1976 à celui de la Havane en 1979, et maintenant,
à celui de New Delhi, notre mouvement n'a cessé de confirmer et d'étendre son audience, de se préciser et de s'affirmer dans le monde, à travers ses objectifs et ses nobles idéaux, comme une force de paix, comme une force de raison, comme enfin la conscience profonde et courageuse d'un monde que l'impérialisme voudrait voir éternellement soumis à sa domination, à son pillage et à ses massacres aveugles. Car né en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés s'est voulu tout d'abord comme une force représentant l'aspiration profonde de nos pays à la liberté, à l'indépendance et à la paix face aux blocs hostiles en présence, comme une force affirmant notre droit de pays et de peuple souverain à choisir librement et sans inféodation nos propres voies pour le progrès de nos peuples, à choisir librement nos amis dans le monde sur la base de leur attitude concrète devant l'aspiration de nos peuples à la libération du joug colonial, néocolonial ou raciste, à l'indépendance, à la sécurité, à la paix et au progrès économique et social. Contrairement à l'interprétation restrictive et simpliste que l'impérialisme veut nous imposer comme définition du non-alignement, celui-ci n'a rien à voir avec une équidistance arithmétique des deux blocs qui dominent le monde ou un équilibrisme ridicule de traumatiser entre ces deux blocs, toutes choses qui n'ont manifestement aucun sens et nient en fait notre liberté d'apprécier souverainement et en toute indépendance les attitudes et agissements des uns et des autres dans le monde. Nous ne pourrons jamais mettre sur le même pied d'égalité celui qui opprime un peuple, le pille et le massacre quand il lutte pour sa libération, et celui qui aide de façon désintéressée et constante ce peuple dans sa lutte de libération. Nous ne pouvons nous tenir à égale distance de celui qui arme, fortifie, soutient diplomatiquement et politiquement une clique raciste qui assassine froidement et depuis des décennies tout un peuple, de celui qui aide ce peuple à mettre une fin, par les armes, au régime raciste qui le massacre. Nous ne pouvons mettre sur le même pied d'égalité et nous tenir à égale distance, d'une part, de ceux qui soutiennent par tous leurs puissants moyens militaires, politiques, diplomatiques, économiques, des régimes et des gouvernements qui n'ont d'autre obsession que de soumettre et de terroriser tous les pays autour d'eux, y compris par l'agression militaire directe, les assassinats organisés par leurs services secrets, et d'autre part, ceux qui apportent un soutien concret à ces pays agressés pour assurer sur leur sol leur défense et leur sécurité. Bien sûr, le mouvement des non-alignés n'est pas une puissance militaire, et c'est heureux ainsi, même si cela lui vaut la dérision de certaines puissances chez qui la force tout court prime le droit des peuples à la dignité et à l'indépendance. Notre mouvement est avant tout une force morale qui rassemble des pays divers par leur position géographique, leur étendue, leur population, leur économie et les systèmes sociaux dont ils se sont dotés autour d'une politique positive et constructive pour promouvoir une paix collective entre eux et entre tous les pays de notre planète, pour promouvoir la démocratisation des rapports internationaux fondés sur l'égalité des droits et des obligations en lieu et place des rapports internationaux actuels, injustes et inégaux, pour promouvoir enfin le progrès des pays et des peuples en lieu et place de l'appauvrissement continu des pays pauvres et de l'enrichissement sur leur dos des plus riches. Promouvoir une paix collective entre les pays membres des non-alignés et entre tous les pays, pour ce premier grand objectif, notre mouvement ne doit jamais abandonner ses efforts persévérants pour ramener ses membres à respecter l'un de nos grands principes qui est de rechercher dans la négociation et les moyens pacifiques la solution des divergences ou des conflits pouvant surgir entre eux et qui sont du reste bien souvent suscités ou aiguisés par les manœuvres de l'impérialisme. C'est pourquoi
Non seulement nous déplorons la guerre fratricide engagée depuis plus de 2 ans entre l'Irak et l'Iran, 2 pays membres de notre mouvement, mais nous appelons les dirigeants de ces 2 pays à accepter la médiation du mouvement des non-alignés pour une paix juste, honorable et rapide. De même, pensons-nous, notre mouvement ne peut accepter le rôle d'observateur muet et passif qu'on cherche à lui imposer, comme au reste du monde dans ce conflit du Proche-Orient, vieux maintenant de près de 40 ans, où les manœuvres combinées de l'impérialisme et du sionisme ont réussi non seulement à expulser de sa patrie le peuple palestinien, mais aussi, à la suite d'agressions barbares successives, à réaliser et maintenir l'occupation militaire et l'annexion de vastes territoires de plusieurs pays arabes, membres de notre mouvement. Récemment encore, il y a moins d'1 an, le gouvernement d'Israël, publiquement encouragé par celui des États-Unis, et malgré la condamnation unanime des peuples du monde entier, a envahi avec son armée l'État du Liban, soumis la capitale Beyrouth à la destruction impitoyable de ses énormes moyens militaires, terrestres, maritimes et aériens, malgré l'héroïque résistance de la ville et des Palestiniens sous la direction de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine. Malgré le cessez-le-feu obtenu par la communauté internationale, le gouvernement israélien a permis les massacres inqualifiables de Sabra et de Shatila, dont les responsables méritent d'être poursuivis pour crimes contre l'humanité, et s'obstine à refuser de retirer du Liban les troupes d'agression. Partout où les peuples se lèvent pour réclamer leur libération et leur indépendance, l'impérialisme intervient grossièrement pour armer leurs ennemis, allumer la guerre et organiser leurs massacres, se dressant ainsi activement contre la paix et contre la liberté des peuples. Il en est ainsi au Nicaragua, où pour tenter d'effacer la victoire du peuple nicaraguayen, l'impérialisme dresse contre lui des bandes armées et des gouvernements de pays voisins qu'il manipule. Au Salvador, le même scénario a pour objectif d'enrayer l'avance du mouvement de libération nationale. Mais nous croyons que sur ce problème de la paix et de la sécurité et du droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, le mouvement des non-alignés a entièrement raison de s'en tenir à sa position constante qui est de soutenir les peuples qui luttent pour leur liberté et leur indépendance, ainsi que leur mouvement de libération nationale, quelle que soit la fureur de l'impérialisme, quelles que soient les pressions que ce dernier exerce sur tel ou tel de nos membres pour tenter d'affaiblir la voix de notre mouvement. Nous saluons ainsi l'appui constant apporté par le mouvement des non-alignés à la lutte du peuple de Namibie pour sa libération sous la conduite de son unique représentant légitime, la SWAPO, à la lutte du peuple noir d'Afrique du Sud contre l'odieux système raciste d'exploitation qu'est l'apartheid, au droit à l'autodétermination indépendante du peuple sahraoui, à la réunification pacifique de la Corée, débarrassée des troupes étrangères qui occupent son sol depuis 30 ans. Promouvoir la démocratisation des rapports internationaux, c'est tout simplement accorder ces rapports institués à une époque de plus en plus révolue avec la situation actuelle de notre monde. C'est prendre en compte le fait indéniable de l'émergence sur la scène internationale de peuples colonisés ou assujettis, mais qui tout naturellement aspirent au progrès et au bien-être, à être maîtres des ressources de leur sol et de leur sous-sol, afin qu'elles servent, en premier, à satisfaire leurs propres besoins, à participer avec des droits et des obligations égaux au développement des échanges internationaux de toute nature, économiques, commerciaux, mais aussi technologiques et culturels. Nos pays ne veulent plus de l'ordre économique ancien,
bâti sur la suprématie incontestée et le diktat du plus fort, organisé autour des échanges à sens unique, nos matières premières, produits de base ou à peine élaborés, contre leurs produits manufacturés, leur technologie et leur mode de vie. Les objectifs de notre mouvement pour la paix, l'indépendance des pays et des peuples et la démocratisation des rapports internationaux peuvent apparaître comme ambitieux. Mais l'audience de plus en plus grande du mouvement des non-alignés, le fait que des pays de plus en plus nombreux nous rejoignent comme membres à part entière ou comme observateurs, la participation régulière à nos assises de hautes personnalités, comme le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, le secrétaire général des Nations Unies, dont nous voulons saluer ici la présence, souligne l'impact croissant de notre mouvement. Nous devons donc poursuivre avec persévérance notre action. En dépit des obstacles et des échecs momentanés, en recherchant constamment à renforcer notre cohésion. Car la paix, l'indépendance des peuples et la démocratisation des rapports internationaux pour le progrès global de l'humanité méritent plus que tout, et particulièrement à cette époque où le gigantisme des arsenaux nucléaires fait planer sur le genre humain la menace permanente de sa folle autodestruction, que nous leur consacrions tous nos efforts, toute notre intelligence et tout notre courage. Dans notre monde, en proie à de multiples convulsions, la recherche constante de la paix doit être l'impératif majeur de notre mouvement, car sans la paix, aucun des objectifs que nous poursuivons ne pourra être atteint. Dans ces conditions, par exemple, comment ne pas encourager et soutenir les efforts inlassables déployés par la République démocratique de Madagascar et d'autres pour faire de l'océan Indien une zone de paix, c'est-à-dire une zone plus humaine pour le bonheur des peuples riverains. Madame le Président, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables délégués, permettez-moi, avant de quitter cette historique tribune, de réaffirmer tout haut que pour nous, peuple de Haute-Volta, sous la direction du Conseil de salut du peuple, le non-alignement doit être compris d'abord comme notre autonomie permanente de décision et pour la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Mais que nous ne confondons cependant pas le non-alignement avec la complicité de la passivité devant les crimes de l'impérialisme contre l'indépendance et la liberté des peuples, ni la non-ingérence avec l'aveuglement devant les crimes des forces réactionnaires contre la liberté de leur peuple et le respect de leurs droits. Notre appartenance au mouvement des non-alignés nous ordonne, parmi nombreuses tâches, de barrer la route à toutes les forces qui ambitionnent d'aligner d'autres peuples. L'Afrique du Sud est de celles-là. Le non-alignement responsable nous interdit de nous taire lorsque l'on assassine des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont commis d'autres crimes que celui de penser à la notion si lointaine pour eux de liberté. Depuis le 7 novembre 1982, au nom des justes et progressistes principes que le Conseil de salut du peuple a tracés en prenant le pouvoir, le peuple voltaïque se sent plus proche de tous ceux qui luttent pour la justice, la liberté et la démocratie. Il n'est plus ce peuple à qui on présentait les racistes par des euphémismes sans engagement. Le peuple de Haute-Volta vit dans sa chair les cruautés que subissent des hommes géographiquement loin de lui, mais désormais si près de lui, de par la détermination commune à dénoncer le racisme, cette autre forme de fascisme. Nous voulons dire à tous ceux qui sont victimes des harcèlements des bandits d'Afrique du Sud que nous épousons totalement leur lutte. Nous saluons les forces populaires du Mozambique et de l'Angola qui repoussent victorieusement les hordes que les sinistres impénitents de Pretoria continuent encore de leur envoyer.
notre mouvement a déjà condamné l'Afrique du Sud et il doit continuer de le faire. C'est bien. C'est déjà beaucoup. Je voudrais terminer mon propos par une question. À quand la condamnation réelle de tous ceux qui, dans l'ombre comme au grand jour, apportent à Pretoria un soutien financier, économique, diplomatique et militaire? Vive la coopération internationale, vive la solidarité des peuples des pays non alignés, vive la paix, la sécurité et l'indépendance et le progrès de tous les peuples. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the head of state and president of the National Council of the Revolution of Burkina Faso, His Excellency Capitaine Thomas Sankara, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorables représentants de la communauté internationale, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Monsieur le Président, je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir en un langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde, et dire, même si je n'arrive pas à le faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Tout cela dénotant l'intérêt que nous portons à l'ONU. Les exigences de nos droits y prenant la vigueur et la rigueur, la claire conscience de nos devoirs. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce fourre-tout méprisé. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Nous voulons nous y insérer, sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'histoire, encore moins pour accepter d'être l'arrière-monde d'un Occident répu. Mais pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble tricontinental et admettre, en tant que non-alignés, et avec la densité de nos convictions, qu'une solidarité spéciale unie
ces trois continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Reconnaître donc notre présence au sein du tiers-monde, c'est, pour paraphraser José Marti, affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Fin de citation. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette structure. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, comment à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus en nos lieux et places des concepts miracles, de nouvelles formes de développement pour nos pays. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les nombreux actes, des innombrables colloques et séminaires. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les 10 spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie, d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce que, ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle l'oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que les universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire
en donnant de leur peuple une image fidèle, une image qui leur permet de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique, libre de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. C'est ce que nous avons perçu. Nous, peuple du Burkina, au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier scintillement des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que de fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique au juste litre de nos masses populaires mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. À la révolte passagère, simple feu de paille devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre toute domination. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Dans le cas de l'ex-Haute-Volta, le processus était encore plus exemplaire. Nous étions la condensation magique, le raccourci de toutes les calamités qui ont fondu sur les pays dits en voie de développement. Le témoignage de l'aide, présenté comme panacée et souvent trompetté, sans rime ni raison, est ici éloquent. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Analysant un tableau publié en 1983 par le Club du Sahel, Jacques Giry, dans son ouvrage Le Sahel de demain, conclut avec beaucoup de bon sens que l'aide au Sahel, à cause de son contenu et des mécanismes en place, n'est qu'une aide à la survie. Seul, souligne-t-il, 30% de cette aide permet simplement au Sahel de vivre. Selon Jacques Giry, cette aide extérieure n'aura pas d'autre but que de continuer à développer les secteurs improductifs, imposant des charges intolérables à nos petits budgets, désorganisant nos campagnes, creusant les déficits de notre balance commerciale, accélérant notre endettement. Juste quelques clichés pour présenter l'ex-Haute-Volta. 7 millions d'habitants avec plus de 6 millions de paysannes et de paysans, un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000, une espérance de vie se limitant à 40 ans, un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98%, si nous concevons l'alphabétisé comme celui qui sait lire, écrire et parler une langue. Un médecin pour 50 000 habitants. Un taux de scolarisation de 16%. Et enfin, un produit intérieur brut par tête d'habitant de 53 356 francs CFA, soit à peine plus de $100. Le diagnostic, à l'évidence, était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser,
à nous asservir et à nous déresponsabiliser dans notre espace économique, politique, économique et culturel. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Tel est notre programme politique. Au plan de la gestion économique, nous apprenons à vivre simplement, à accepter à nous imposer l'austérité afin d'être à même de réaliser de grands desseins. Déjà, grâce à l'exemple de la Caisse de solidarité révolutionnaire, alimentée par les contributions volontaires, nous commençons à répondre aux cruelles questions posées par la sécheresse. Nous avons soutenu et appliqué les principes d'Alma Ata, en élargissant le champ des soins de santé primaires. Nous avons fait nôtre, comme politique d'État, la stratégie globale du Gobi FFF préconisée par l'UNICEF. Par l'intermédiaire de l'UNISO, nous pensons que les Nations Unies devraient permettre aux pays touchés par la sécheresse la mise sur pied d'un plan à moyen et long terme afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Pour préparer le XXIe siècle, nous avons, par la création d'une tranche spéciale de la loterie, de la tombola dite « Instruisons nos enfants », lancé une campagne immense pour l'éducation et la formation de nos enfants dans une école nouvelle. Nous avons lancé à travers l'action salvatrice des comités de défense de la Révolution un vaste programme de construction de logements sociaux, 500 en 3 mois, de routes, de petites retenues d'eau, etc. Notre ambition économique est d'œuvrer pour que le cerveau et les bras de chaque Burkinabé puissent au moins lui servir à inventer et à créer de quoi assurer 2 repas par jour et de l'eau potable. Nous jurons, nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes, et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves, afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noces heureuses au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions
du monde entier, nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui luttent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et nous en appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leurs repas trop riches et d'une régularité à vous donner, non, plutôt à nous donner, à nous autres du Sahel, le vertige. Ces moyens simples, recommandés par l'OMS et l'UNICEF, nous avons décidé de les adopter et de les populariser. Je parle aussi au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. La boutique protégée par une épaisse vitre. La vitre défendue par une grille infranchissable. Et la grille gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraque. Ce policier, placé là par le père d'un autre enfant qui viendra se servir, ou plutôt se faire servir, parce que présentant toutes les garanties de représentativité et de normes capitalistiques du système. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, etc. Hommes de bien qui voient leur art se prostituer par l'alchimie des prestidigitations du show business. Je crie au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je proteste au nom des sportifs du monde entier, dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne des stades. Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de notre lutte. Mais c'est pourquoi je vibre naturellement au nom des malades qui scrutent avec anxiété les horizons d'une science accaparée par les marchands de canons. Les pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces 30 millions qui vont mourir comme chaque année abattus par la redoutable arme de la faim. Militaire, je ne peux pas oublier ce soldat obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Enfin, je vais m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple. Hier encore martyrisé à loisir, je pense à ce vaillant peuple palestinien, c'est-à-dire à ces familles atomisées, errant de par le monde à la quête d'un asile. Courageux. Je termine. Stoïques et infatigables, les Palestiniens rappellent à chaque conscience humaine la nécessité et l'obligation morale de respecter les droits d'un peuple. Avec leurs frères juifs, ils sont anti-sionistes. Aux côtés de mes frères soldats de l'Iran et de l'Irak, qui meurent dans une guerre fratricide et suicidaire, je veux également me sentir proche des camarades du Nicaragua, dont les ports sont minés, les villes bombardées et qui, malgré tout, affrontent avec courage et lucidité leur destin. Je souffre avec tous ceux qui, en Amérique latine, souffrent de la mainmise impérialiste. Je veux être aux côtés des peuples afghans et irlandais, aux côtés des peuples de Grenade et du Timor oriental.
chacun à la recherche d'un bonheur dicté par sa dignité et les lois de sa culture. Je m'élève ici, au nom de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire entendre leur voix et la faire prendre en considération réellement. Sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé. D'autres viendront après moi. Mais seuls quelques-uns feront la décision. Pourtant, nous sommes officiellement présentés comme égaux. Eh bien, je me fais le porte-voix de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils peuvent se faire entendre. Oui, je vais donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Notre révolution au Burkina Faso est ouverte au malheur de tous les peuples. Elle s'inspire aussi de toutes les expériences des hommes, depuis le premier souffle de l'humain, 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 le premier souffle